Comme chaque matin, la politique jusqu'à 9 h sur France Info. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas. Gilles Bornstein avec nous également et votre invité Jean-Michel, candidat à la présidentielle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. La chaîne TF1 propose d'organiser un débat le 20 mars prochain entre Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ces 5 personnalités ont donné leur accord pour participer à ce débat. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez d'un viol de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la sélection est arbitraire et repose sur les sondages, ceux qui sont au-dessus de 10%. Dans ces conditions, M. Hamon, qui était à 2% en juillet 2016, n'aurait pas pu participer au débat de la primaire de la gauche. M. Fillon, qui était à 8%, n'aurait pas pu participer au débat des Républicains. Et donc, la décision de TF1 est profondément choquante. Elle ne respecte d'ailleurs même pas la loi, puisque la loi sur l'équité, que vous observez d'ailleurs tous, la loi sur l'équité ne part pas des sondages seulement, mais demande les résultats électoraux. Or, mon parti Debout la France, aux dernières élections, décembre 2015, les régionales, a fait autant de voix que le Front de gauche de M. Mélenchon. En région parisienne ? Non, dans toute la France. En région parisienne ? Non, dans toute la France. Dans toute la France. Dans toute la France, 830 000 voix. Ah oui, Monsieur Mélenchon, vous additionnez les voix. l'ensemble des voix. Mais dans les d'un circonscriptions, parti politique, votre parti a fait... nettement au-dessus, j'étais à 7% En région parisienne. Mais qu'en région parisienne. Oui, mais mon parti était présent partout, dans toute la France. D'ailleurs, nous étions l'un des 4 premiers partis de France à être présents partout. Mais en 2012, Nicolas Dupont-Aignan, en 2012, vous avez fait 643 900 suffrages, 1,79%. Mais donc, il y a peu de chances qu'en 2017, vous creviez les qu'est-ce que vous en savez? Donc, je dis il y a peu de chances. Mais je ne dis pas qu'il y a zéro chance, mais je dis qu'il y en a peu. Monsieur Hamon, j'en sais rien. J'ai eu Monsieur Hamon au téléphone hier qui me soutient dans ma demande, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon. Oui, c'est un double langage de leur part d'ailleurs. Hein. Ils acceptent la proposition de TF1 et quand vous rouspétez, ils disent ah ben vous avez raison. Eh bien parce qu'ils voient bien, bien qu'on ne respecte pas, que TF1 ne respecte pas la loi. Eh bien, je leur écris. Qui refusent le débat à ce moment-là. Je leur écris. Certains vont peut-être refuser le débat. Vous allez voir. J'ai écrit ce matin. À qui? Aux 5, pour qu'ils joignent l'acte à la parole. On va écouter. Mais c'est un problème démocratique fondamental. Est-ce que c'est à une grande chaîne de télévision de sélectionner les candidats alors que c'est au Conseil constitutionnel de les sélectionner et c'est aux Français de choisir après? On va écouter l'argument de Catherine Nel, qui est directrice de l'information de TF1 et qui était mercredi matin chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez-la. Nous estimons que pour que les téléspectateurs puissent vraiment se forger une opinion, vraiment comprendre au fond sur les programmes les visions des uns et des autres, il ne peut pas y avoir 8, 9, 10, 11 ou plus candidats sur un même plateau. Elle n'a pas tort, hein. Quand il y a 8, 9 candidats, on pose une question, on donne 1 minute de réponse, on n'aborde pas les vrais problèmes. Qui parle d'abord de 8, 9, 11 candidats? Elle n'en sait rien puisque le Conseil constitutionnel n'a pas tranché. Et si je peux, n'a pas tranché. Il y a environ 10, 12, non, il y en a 16 candidats. Il y en a beaucoup moins à chaque élection, compte tenu de la difficulté aujourd'hui d'avoir les parrainages. Vous avez vu que M. Jadot arrêté, M. Bayrou, on ne sera pas plus de 7 ou 8. Et ce qui est extravagant, c'est que dans toutes les grandes démocraties du monde, en Angleterre par exemple, j'ai ressorti le schéma du débat quand il y a eu l'élection législative, qui est la principale élection britannique, comme pour notre présidentielle. M. Cameron était sur un plateau à 8 ou 9 candidats avec une candidate qui était dans les sondages à 0,5%, un autre à 4%, lui était à 40%. La démocratie, c'est de permettre aux Français de choisir. Et Mme Nel est très méprisante sur les Français. Les Français sont tout à fait capables de comprendre. La preuve, c'est quand il y a eu les primaires, c'est curieux, elle n'a pas eu la même considération alors pour les Français quand c'était les Républicains. Mais moi, je vais vous dire derrière ça ce qu'il y a. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est pour ça que je vais attaquer en référé, si le CSA ne rappelle pas à l'ordre. Vous avez écrit au CSA? Donc j'ai écrit au CSA. Ouais. Le CSA a communiqué et je pense va rappeler à l'ordre la chaîne, parce que c'est une rupture de la loi, de l'équité, qui doit prendre en compte les suffrages, je l'ai déjà dit. On attend la position. Mais moi, je vais vous dire, il y en a si le CSA ne j'attaquerai en référé judiciaire et je gagnerai. D'accord. Vous ne voulez pas que cette émission ait lieu? Je veux qu'elle ait lieu avec les candidats pour que les Français, comme Mme Nel le disent, avec un ton paternaliste, puissent choisir et comparer. J'ajoute un point. Oui. Moi, je ne veux pas croire à un conflit d'intérêts entre la direction de TF1 et M. Fillon. Car Mme Méo, qui est la conseillère communication de M. Fillon, conseille depuis 15 ans M. Pélisson
le nouveau PDG de TF1. Bah, elle fait son métier, quoi. Oui, mais quand vous avez une direction de TF1 on peut interdire un néo d'activité professionnelle. Qui exclut un candidat. C'est curieux, il y en a 3, gauche, centre-gauche, centriste, et il y en a que 2. Et que, comme par hasard, celui qu'on fait passer à la trappe et celui qui porte une autre voix gaulliste que celle de M. Fillon, je n'ose pas croire que la rédaction de TF1... Ce qui veut dire que vous y croyez. Je m'interroge. Et la meilleure façon pour TF1 de faire taire ces rumeurs, qui sont aussi à la rédaction de TF1, parce que personne ne comprend... Quoi ça avantage François Fillon, le bon. Si, parce qu'il n'aura absolument pas de concurrent à droite. Et il aura Marine Le Pen. Eh bien, à gauche, il y a 3 candidats. À droite, il n'y en a que 2. Mais au-delà de ça, moi, je vais vous dire, j'étais impressionné par le soutien populaire qu'on a eu, qui ne dépend pas des gens qui me soutiennent politiquement. Les Français en ont ras-le-bol de cette manière, à un mois des élections, de choisir. Et je remercie France Télévisions, parce que France Télévisions fera un débat avec l'ensemble des candidats choisis par le Conseil constitutionnel. Il y a des règles en République, et c'est aux Français de déterminer qui est grand et qui est petit. Il n'y a pas de petit Français, il n'y a pas de grand Français. On a entendu votre argumentaire. Je note quand même, parce que ça c'est un point que je découvre, j'avais regardé un peu ce dossier, que les 5 candidats peuvent à la fois donner leur accord à TF1 pour participer à un débat et vous dire à vous, ah oui mais c'est un débat illégal, c'est un problème. Eh bien vous allez leur faire pression, et je pense... Double langage, c'est quand même très amusant. Eh bien oui, mais moi je n'ai pas de double langage, je n'en ai qu'un, et je veux que la démocratie fonctionne en France. D'ailleurs, je peux vous dire que l'appel au boycott de TF1 que j'ai lancé, eh bien, fonctionne. Le standard téléphonique et pas de mes militants. Le boycott, peut-être pas, non. Vous pensez que les Français boycottent TF1 ? Je vais vous dire, il faut qu'à un moment, les Français sachent qu'ils veulent. On ne peut pas se plaindre de l'état de notre démocratie et continuer à subir des présélections, une sorte de tyrannie de certaines chaînes de télévision. Ça suffit. C'est aux Français de choisir, pas à Madame Nel. Nicolas Dupont-Aignan avec nous jusqu'à 9h. L'info à 9h-20, c'est avec David Doba. 60 milliards d'euros d'économies sur 5 ans, 50 milliards d'investissements, le non-remplacement de 120 000 fonctionnaires, principalement dans les collectivités locales. Dans les Échos ce matin, Emmanuel Macron dévoile les grandes lignes de son programme économique. Yannick Jadot, pour sa part, se retire de la course à l'Elysée. Un accord a été trouvé hier avec Benoît Hamon, présenté comme formidable. Il sera d'ailleurs soumis d'ici dimanche à l'approbation des militants écologistes. Yannick Jadot qui pousse Jean-Luc Mélenchon à en faire de même. Le candidat de la France insoumise se dit ouvert à une rencontre dimanche ou lundi. Début aujourd'hui en Normandie d'une expérimentation. Des radars embarqués vont circuler à bord de voitures conduites par des chauffeurs venant de sociétés privées. L'association 40 millions d'automobilistes s'insurge et lance une pétition. Elle a déjà recueilli quelques 300 000 signatures. Et puis le monde du cinéma se retrouve ce soir pour la 42e cérémonie des Césars. Elle se tient à partir de 21h, salle Pleyel. 11 nominations pour Elle de Paul Verhoeven et 11 également nominations pour Franz de François Ozon. 2 films qui font donc figure de grands favoris. France Info. Il est candidat à l'élection présidentielle et président de Debout la France. Avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. Gilles Bornstein. L'actualité de la campagne, c'est donc le rapprochement entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Ils étaient tous les 2 hier au Palais de Tokyo. Ils ont fait leur petite photo de famille et la déclaration que nous allons entendre maintenant. Je tenais à remercier François Bayrou pour le choix qui a été le sien et la responsabilité qu'il a prise hier. Et je la mesure parce qu'elle n'est pas mince. Elle n'est pas mince sur le plan personnel et sur le plan politique, sur le plan historique aussi. Alors on disait d'Emmanuel Macron qu'il était seul. Manifestement, il l'est un peu moins. C'est un mouvement important. Écoutez, c'est de la tambouille politicienne. Bon courage, bonne chance. Ah bon ? Pourquoi c'est de la tambouille politicienne ? Parce que je crois que les Français se sont séparés de François Hollande, de Manuel Valls, de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Ils feront bientôt, je pense, de François Fillon. Et que je ne vois pas en quoi François Bayrou va apporter beaucoup à Emmanuel Macron. Mais c'est pas une clarification, le centre droit et le centre gauche bon courage, qui bonne chance. En vérité, ils sont tous les deux, d'ailleurs, c'est assez cohérent sur ce point, ils sont tous les deux défenseurs d'une mauvaise Union européenne et d'une mauvaise mondialisation. La mondialisation, on doit l'orienter, on ne la remettra pas en cause. Il faut aller vers l'avenir, mais en revanche, il faut l'humaniser, la réorienter. Eux l'ont toujours accepté. Ils ont accepté les mauvaises règles de l'Union européenne qui ont plongé la France et beaucoup de peuples d'Europe dans la régression sociale. Ils continueront ensemble.
Ça fait du buzz, voilà, c'est un coup de campagne. Emmanuel Macron présente mais... une Ben partie oui, j'ai de bien son vu son programme. Voilà, son donc, programme, c'est continuer. 60 milliards d'économies, Oui. on continue, non 60 milliards d'économies, Aussi. 120 000 fonctionnaires en moins. Oui, Bon, bah, c'est absurde, parce que c'est d'accord. continuer la même politique qui ne traite pas la cause du problème économique français. Au lieu de vouloir créer de la richesse par une politique de relocalisation comme je propose, au lieu de vouloir, par exemple, protéger un peu plus notre pays face à la concurrence déloyale, par exemple supprimer la directive travailleurs détachés, c'est un de mes combats depuis des années. En vérité, ils acceptent la concurrence déloyale et ils disent on va faire maigrir. Vous embaucheriez les fonctionnaires, vous, Nicolas Non, Dupont-Aignan ? je stabiliserai les fonctionnaires, je n'en supprimerai pas, je les redéploierai, parce qu'il y a des domaines, notamment les crèches, la dépendance et la sécurité, où nous avons besoin de fonctionnaires en plus. Mais l'important, et c'est tout mon programme économique, c'est de baisser les charges de manière ciblée, uniquement sur les entreprises qui produisent en France, qui relocalisent, avec ce contrat de relocalisation. Parce que si on continue à baisser les charges de manière uniforme, quel que soit le comportement de l'entreprise, on verra toujours les mêmes délocalisations et les mêmes travailleurs détachés. Donc, je rappelle que sous M. Macron... C'est une manière de reconnaître qu'il y a un problème de charge. Bien sûr qu'il y a un problème de charge, mais il faut différencier. Parce que vous dites on ne baissera pas le nombre Mais de j'ai toujours fonctionnaires. pensé qu'il y avait un problème de charge sur les PME. Oui, donc vous êtes d'accord par exemple avec le MEDEF là-dessus? Non, parce que le MEDEF... Non, mais je vous dis ce que je pense. D'accord. Parce que le MEDEF veut toujours la même baisse de charge que l'entreprise délocalise ou Vous êtes pour des investisse en conditions, France. comme les frondeurs. Vous êtes pour des conditions aux aides. Exactement, comme M. Montebourg le voulait. Comme les frondeurs c'est du pourquoi PS, d'ailleurs il exactement. avait démissionné. Monsieur Hollande et Monsieur Macron, parce que Monsieur Macron, c'est extravagant. On a l'impression qu'il est sorti d'une autre planète et qu'il est arrivé il y a 2 mois. Il a été l'inspirateur de François Hollande, il a été le ministre de François Hollande, et en vérité, son programme ce matin, c'est la continuation de cette politique absurde économiquement et socialement. Et je crois qu'il y a une autre politique possible. J'ai un programme économique chiffré, précis, avec des mesures pour les PME, celles qui investissent en France, avec un contrat de relocalisation de 10 milliards d'euros qui permettra, comme le Japon l'a fait, une entreprise qui a une construction d'une usine, un plan de développement en France, si elle va dans une zone sous-dotée en emploi, on lui louera l'équipement, comme l'a fait le Japon, ce qui permettra d'avoir un super bonus fiscal. Par ailleurs, je diviserai par 2 l'impôt sur les sociétés uniquement pour les bénéfices réinvestis. Et vous baisserez l'impôt sur le revenu aussi. Oui. C'est un peu Noël chez vous. Hein. Oui. On baisse les charges, Oui. on baisse l'impôt Mais sur les vous oubliez sociétés, d'où je prends on baisse l'argent. l'impôt sur le revenu. Oui, mais je prends quand même l'argent quelque part. Chez les riches, j'imagine. Non. Enfin, Non, chez vous ceux vous qui en ont. trompez, je ne suis pas Monsieur Mélenchon. Chez ceux qui en ont, parce que Non. on ne peut pas en prendre chez ceux qui n'en ont pas. Eh ben, si je peux vous répondre, parce que vous voyez, ça- la vie est un peu plus, comment dire, compliquée et moins sommaire que vous ne voulez le faire croire, cher C'est Jean-Michel mon Apet. côté sommaire, Jean Convier. Non, ce côté Alors vous prenez provocateur. l'argent où? 2 choses. D'abord, je récupère les 8 milliards d'euros que la France donne en excédent chaque année à l'Union européenne. Ça financera pas Et toutes, mais toutes vos promesses. et laissez-moi finir. Ces 8 milliards, je les affecte à la revalorisation des petites pensions de retraite, 100 € de plus par mois pour 6 millions de retraités qui sont dans la misère. Ça, c'est l'argent qu'on donne en plus à l'Union européenne chaque année et qui finance nos concurrents. Je dis, il faut arrêter. C'est-à-dire, Deuxième point. certains secteurs touchent de l'argent de la communauté européenne. Oui, Et puis au total, on donne plus d'argent. Mais exactement. il y a des On donne secteurs- 21 il y milliards. a des secteurs qui vont souffrir. Non, parce qu'on si. donne 21 Non. milliards. Parce Non, qu'ils ne recevront plus d'argent. Donc, non, c'est pas vrai. bah, On donne plus qu'on reçoit. Donc ça n'empêchera pas de recevoir. On donne 21 si, milliards. bien sûr. Mais si je peux. On donne 21 milliards, on reçoit 13. Oui. C'est colossal. Colossal. L'excédent est de 8. D'ailleurs, Mme Thatcher n'a pas accepté. Elle a renégocié et on lui a remboursé. Donc, très clairement, je prends cet argent. Deuxième point. J'ai travaillé pendant des années au Parlement. J'ai été même élu député de l'année. Pour que je sois élu député de l'année, il fallait vraiment que j'ai fait quelque chose. J'ai travaillé comme non inscrit, je n'appartiens pas à un parti là-bas. J'ai travaillé pendant des années avec le député d'ailleurs communiste Alain Bocquet sur les paradis fiscaux, la grande fraude fiscale internationale. Nous pouvons récupérer 20 milliards d'euros sur la fraude à la TVA, qui sont des escroqueries à la TVA, du grand banditisme, sur la fraude de certaines multinationales. Et il est inacceptable qu'une multinationale ne paye que 3% d'impôts sur les sociétés, quand des PME sont à plus de 30%. Je veux rééquilibrer la politique économique de la France. Vos amis de la Commission européenne, ils agissent là-dessus. Mais ils font rien, ils parlent. Mais c'est curieux, ils ont mis président de la Commission celui qui avait monté les accords secrets d'exonération fiscale avec le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande. Alors, ils agissent en parole. Donc, ça veut dire quoi? Je veux dire aux Français, il y a de l'argent, contrairement à ce qu'on croit.
Simplement, il faut taxer plus les grandes entreprises multinationales. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Et il faut baisser l'impôt pour ceux qui investissent dans notre pays. Et vous verrez que ça remettra en marche un mouvement de création d'emplois national qui permettra, Jean-Michel Apathy, de financer un minimum de notre protection sociale. Sans l'augmenter, moi je ne suis pas pour raser gratis. La France a cette particularité pour un pays de 65 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, 65 millions d'habitants sur la planète, d'avoir beaucoup de très grandes entreprises qui sont partout dans le monde. Et on peut noter dans le discours public, alors que ces grandes entreprises, personne ne les aime. Tout le monde veut les taxer, les dénoncer. C'est assez ce sont des atouts pour la France. Oui, on ne le dit jamais. Mais je veux simplement, je vais vous donner un exemple. Toyota. Entreprise japonaise, investie à Valenciennes, produit une voiture à Valenciennes. J'ai rencontré leur responsable. C'est pas une entreprise française, ça. Je ne parle pas d'entreprise française, je parle d'entreprise produisant en France. Je veux un bonus pour ceux qui investissent en France. Est-ce que vous trouvez normal que Renault délocalise alors que Toyota produit en France? Tous les pays du monde le font. Les États-Unis, le Japon, même l'Allemagne de manière discrète. Et nous, on laisse partir nos forces vives. On a perdu 1 million d'emplois sous Sarkozy. 1 autre million sous Hollande. Moi, je veux bien qu'on continue comme ça, avec les mêmes politiques. M. Bayrou, M. Macron, M. Fillon, ils ont tous gouverné. On continue comme ça? Comment on va porter nos retraites? Comment on va porter notre sécurité sociale? Alors, leur politique à eux, c'est on réduit tout. C'est malthusien, c'est complètement contre-productif. Une autre politique est possible. Et voilà pourquoi je veux l'expliquer devant les Français, qu'il y a une autre politique possible. Est-ce que vous êtes partisan du blocage des salaires des grands patrons? Oui, je l'ai toujours été. J'estime qu'au-delà d'un niveau, c'est insupportable. Ce qui se passe à Air France, on peut dire 50 fois, même 100 fois le SMIC, mais au-delà, c'est insupportable. Ce qui se passe à Air France, dans le mot, oui. Mais c'est insupportable. Je connais bien les personnels d'Air France. Ma ville est près d'Orly, j'en ai beaucoup qui habitent dans ma ville. Ils font des efforts. Il y a eu des plans, mais vraiment des plans de réduction de salaire, de réduction d'avantages. Ça a été tendu, il y a eu des incidents, mais l'ensemble du personnel va et fait remonter cette compagnie. Et le comité exécutif, dans son coin, augmente ses rémunérations. Mais ces gens vivent où? Vous savez, je parlais de TF1 tout à l'heure. Ce que ne supportent plus les Français, c'est ce sentiment qu'il y a des privilèges partout. Partout. Et qu'on ne peut pas sortir le pays de la crise. Il faudra des efforts, Jean-Michel Apathy. Moi, je ne suis pas Mélenchon ni Marine Le Pen. Je ne pense pas qu'on va raser gratis demain. Mais les efforts doivent être partagés, connus, transparents. Et on continue de parler de ces efforts dans un instant. 8h50, l'info sur France Info. David Doba. Ça n'est pas encore tout le programme, mais au moins une petite partie. Dans les Échos, ce matin, Emmanuel Macron dévoile son cadrage budgétaire. Il promet notamment 60 milliards d'euros d'économies sur 5 ans, 50 milliards d'investissements. Quant aux fonctionnaires, ils verront leur nombre diminuer de 120 000. Jean-Luc Mélenchon ouvert au dialogue avec Benoît Hamon. Il propose même 2 dates, dimanche ou lundi. Et ce matin, Benoît Hamon lui répond. Il affirme qu'il s'organisera pour que ce dialogue ait lieu. Yannick Jadot jette l'éponge. Le représentant d'Europe Écologie Les Verts retire sa candidature à la course à l'Elysée. Un accord a été trouvé donc hier soir avec Benoît Hamon. Il porte notamment sur une sortie du nucléaire en 25 ans, l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes ou encore l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections. François Hollande assistera ce matin aux obsèques de Xavier Belin, décédé dimanche à l'âge de 58 ans. Elles se tiendront à 11h dans la cathédrale d'Orléans. Lyon qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League. Les Lyonnais se sont imposés hier, n'ont pas fait dans le détail, 7-1 contre le club néerlandais d'AZ Alkmaar. Fin de parcours en revanche pour 3 clubs, Tottenham, Bilbao et la Fiorentina. France Info. On parlait à l'instant rémunération des grands dirigeants avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan. On va continuer, Gilles Bornstein. Air France est une entreprise privée, même si je crois à peu près 15% du capital est public. Comment vous faites pour limiter le salaire des patrons? Vous faites une loi? Une loi? Mais il faut un nouveau pacte social, économique et social. On est tous sur le même bateau. On n'y arrivera pas si y a le chacun pour soi. C'est tout. Et je pense que les grands patrons avec un programme... Même la gauche a essayé et n'y est pas arrivée. La gauche, elle y a essayé. Vous faites une loi qui mais elle a essayé ou elle a fait semblant d'essayer. Elle a fait semblant. Il y a un pacte social. Moi, je propose de baisser les charges des PME. Je propose de supprimer le RSI. Je propose une politique de relocalisation, notamment en zone rurale. C'est un pacte. Les patrons auront des avantages. Mais ils doivent respecter aussi les salariés qui font des efforts et qui feront des efforts. Je vais vous donner un exemple. Je propose une grande loi de participation. Je suis gaulliste. On n'a jamais été au bout de la participation. Je propose que l'impôt sur les sociétés diminue de 1% à chaque fois qu'il y a une tranche de 2% d'actionnaires salariés. Si vous avez 2% de l'actionnariat pour les salariés, vous avez 1% de moins d'impôts. Si vous en avez 20%, vous avez 10% de moins d'impôts sur les sociétés. En subvention de la participation. Oui. Mais ça a toujours été fait, c'était la grande loi du général de Gaulle. Oui. Il faut changer l'esprit de confrontation qu'il y a dans notre société.
On ne peut pas sortir la France du déclin si on ne se met pas ensemble, main dans la main. Chacun doit faire un geste. Et vous verrez que le climat général changera. C'est le rôle d'un gouvernement. Vous savez, je suis surpris de la campagne. Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression, je pensais à ça hier soir, j'ai l'impression qu'on élit le ministre des Finances ou même le Premier ministre, mais pas le président de la République. Qu'est-ce qu'un président de la République? C'est quelqu'un qui va vous dire j'enlève ce 34 000 fonctionnaires là, j'en rajoute 20 000 là? Non. Un président de la République, non, je suis désolé. C'est quelqu'un qui dit aux Français voilà où je vais vous mener, comment on va y arriver et les grandes orientations. Une fois qu'on a déterminé ça, il y a un gouvernement qui agit et qui discute des mesures. On se trompe et ce faisant, on abaisse le débat. Je suis convaincu que les patrons, parce qu'on parle de quel patron? Vous savez, il y a la très grande majorité de patrons. J'ai vu un patron à Niort, là, il a mis en hypothèque sa maison, il gagne 3 000 € par mois. Vous savez, la plupart des patrons ne gagnent pas les salaires des patrons de Renault, d'Air France ou d'ailleurs. Donc pensons à ceux qui créent l'emploi, qui l'inventent. Steve Jobs, il a commencé dans un garage en France, je pense qu'il serait resté dans son garage. Oui, parce qu'on ne lui aurait pas prêté de l'argent. Steve Jobs, aujourd'hui, n'est pas un petit patron. C'est un gros patron. Il est décédé, le pauvre. Mais je veux dire... oui, mais la vraie question... Non, mais Jean-Michel Apathy, la vraie question, est-ce qu'on aide les petits à grandir? Ou est-ce qu'on reste dans le système des grands qui... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que tous les patrons qui ont réussi à l'étranger, dont on donne l'exemple, quand on les a en France, on les critique et on dit que c'est des profiteurs du système. Pas obligatoirement, parce qu'il y en a des extraordinaires. Il ne faut pas tomber dans le manichéisme. La fiscalité d'Apple, par exemple, vous trouvez que c'est un modèle? Non, mais ils profitent de notre faiblesse. C'est la faiblesse des États européens qui acceptent qu'il y ait du 0%. Et moi, je le dis très clairement, il faut conditionner l'ouverture des frontières au respect d'un minimum, d'un socle minimum social et financier. C'est la seule façon de construire une Europe acceptable. L'Europe du dumping ne peut pas marcher, elle ne marche pas, on le voit quand même. Elle est détestée des peuples parce qu'elle est injuste. Confrontée à une action en justice, Marine Le Pen, à propos d'emplois eux aussi fictifs, liés au Parlement européen, Marine Le Pen dénonce une instrumentalisation de la justice et je voulais que nous l'entendions pour que vous réagissiez à la mise en accusation de Marine Le Pen. Cette enquête a été ouverte il y a 2 ans. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. Il y a là un risque très lourd, on le voit bien, d'instrumentalisation en réalité de la justice. Elle a raison, la justice est instrumentalisée selon vous? C'est ce que disent toutes les personnes qui font l'objet d'enquêtes. J'ai entendu M. Fillon il y a 1 mois dire la même chose. Quand c'était les socialistes, il disait la même chose, M. Cahuzac et les autres. Donc moi, je regarde avec ça, avec respect de la justice. Il faut prendre garde au calendrier, c'est évident. Mais j'ose espérer que notre justice est indépendante. Vous disiez certains que François Fillon serait obligé de démissionner après ce qui a été révélé à son propos et la manière dont il a géré son enveloppe d'assistant parlementaire. Visiblement, François Fillon est décidé à aller jusqu'au bout. Eh bien, je pense qu'il prend en otage l'électorat de droite. Et si j'ai autant de républicains qui me rejoignent, des maires, il y a eu un appel d'une centaine de maires qui l'ont fait eux-mêmes d'ailleurs en plus. Si on a eu autant d'adhésion de manière incroyable pendant cette période, c'est que je crois que la base républicaine comprend ce qu'est ce parti. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, d'ailleurs assez intéressants, de gens qui me disaient « on comprend mieux pourquoi vous êtes parti il y a 10 ans et votre courage, parfois votre inconscience au démarrage, mais je suis absolument certain qu'on va changer la politique française. » Depuis le temps que les gens vous rejoignent, vous allez finir premier parti de France. Eh bien, nous progressons beaucoup et sous la Ve République, il n'y a pas un parti qui a été créé en 2009, en 6 ans, qui a progressé autant. Je voulais vous soumettre avant... Et vous verrez, Jean-Michel Apathy, il n'y a pas de raison que les Français subissent un personnel politique qui les a fait souffrir pendant 20 ans. Je voulais vous soumettre il est temps de redresser le pays en mettant tout le monde autour de la table sans faire souffrir, sans rentrer dans cette politique d'injustice permanente. On ne peut pas continuer comme ça. Je voulais vous soumettre avant la fin de cette émission un propos de Donald Trump qui a accordé hier soir une interview à l'agence Reuters et qui dit que le mode de gestion de l'Europe est, je cite Donald Trump, formidable. Voilà. Eh bien, écoutez, il a changé d'avis. Ça, il change souvent d'avis, oui. Oui, ça, c'est le problème. Et vous, à propos de Donald Trump? J'ai toujours dit la même chose. J'ai dit que l'arrivée de Donald Trump prouvait qu'enfin un peuple se réveillait, mais qu'il fallait mieux présenter des alternatives raisonnables si on voulait éviter des Donald Trump. Donc, j'ai toujours dit que je préférais Trump à Clinton, mais qu'en revanche, justement, je me battais en France pour faire émerger un patriotisme de bon sens, humaniste, sérieux, solide, parce que quand il n'y a pas de gens sérieux et solides, un jour, il y a des Trump qui arrivent. Et donc Donald Trump juge que l'Europe, c'est formidable. C'est nouveau, mais moi je la juge. L'idée européenne peut être très belle, mais
L'Union européenne a défiguré l'Europe et il faut la reconstruire en respectant les peuples et en travaillant ensemble sur des projets concrets. Ça doit être possible quand même. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir Merci à accepté vous de votre l'invitation de France invitation. Et 8h30 à Paty revient ce lundi. L'info continue.